Harmonie mutuelle. Avançons collectif. Pourquoi on a souhaité à Mossane-les-Alpilles ce soir, sur cette région Méditerranée qu'on accueille, cette agora sur le soin et l'éthique médicale? Parce qu'effectivement, on a eu la chance et l'honneur d'avoir un professeur qui va nous accompagner toute la soirée, qui est le professeur Jacques Bringer. Professeur émérite, mais aussi président du comité éthique. L'éthique, c'est le doute. Je crains beaucoup les gens avec des certitudes. Les questions de fin de vie et de début de vie demandent la confrontation, les échanges, le dialogue entre différents points de vue qui ont leurs bénéfices et bien sûr leurs risques. Une agora, c'est un moment fort pour, je dirais, un temps mutualiste. C'est une démocratie où nous pouvons débattre des sujets de société, où nous pouvons débattre des sujets de santé. Et l'objectif, c'est aussi l'entraide entre adhérents d'Harmonie mutuelle, mais aussi débattre et échanger en bienveillance. Et ce soir, c'est ce que nous proposons avec l'agora soins et éthique médicale. Il ne faut pas confondre l'éthique et la morale, surtout dans les problèmes de société, mais au quotidien, il y a une éthique très pratique. L'éthique, c'est fait pour les champs du doute, pour les zones d'incertitude, dans les choix médicaux et soignants. Notre raison d'être, agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes, autant celle de la société, en mobilisant les forces des collectifs. Et à travers cette raison d'être, on est au cœur du système de cette agora de ce soir, avec vous et avec le professeur Bringer. Harmonie mutuelle. Avançons collectif. Toutes et à tous, très heureux de vous accueillir. Pour nous, vous le savez, à Mossane-les-Alpilles, la santé maintenant est devenue un enjeu. On a notre maison de santé pluridisciplinaire, mais je pense que Dominique en dira un mot rapide. C'est quelque chose de très important pour nous. C'est vrai qu'on a une tendance à vouloir devenir un village santé. On est au centre de la vallée des Baux, on est au centre des Alpilles, on est un des plus beaux villages de France, comme disent tous les maires. C'est vrai que tous les maires le disent, alors il y a pas mal d'élus, donc je sais que ce soit de Arles, Paradou, Fontvieille, mais moi quand je le dis c'est vrai. C'est ça la différence par rapport à eux. Très belle conférence et j'en suis ravi. Merci monsieur le maire, votre village est certainement l'un des plus beaux de France. Et bien justement c'est extraordinaire parce que ce tour de force, cette maison pluridisciplinaire, c'est un très fort enjeu et pour l'ensemble du territoire, pas seulement pour la ville de Mossane. Et s'il vous plaît, Dominique, présentez-nous le résultat de ce travail collectif. C'est effectivement un travail qui est collectif. Alors d'ailleurs, c'est une maison qui est multisite. C'est la maison de santé à la fois de Mossane-les-Alpilles, des Baux-de-Provence, de Mauriès et d'Oreille. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Elle a été agréée donc par l'ARS le 11 octobre 2022. Là, tout va bien. Donc, je vous ai ramené quelques chiffres parce que je ne vais pas parler longtemps. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir une maison de santé pluridisciplinaire dans un village comme Mossane, en sachant qu'il n'y a que 2395 maisons de santé en France. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Sur les 52 500 médecins installés en France, il y en a 36 000 qui exercent en groupe et 20% qui sont médecins en maison de santé pluridisciplinaire. Donc nous, on a fait la maison de santé pour avoir des médecins généralistes que l'on va avoir. Voilà, actuellement, la maison de santé, c'est 16 professionnels de santé. Donc certains sont à temps plein dans la maison de santé, certains étaient déjà dans le village. Et d'autres qui arrivent, donc on a donc une nouvelle sage-femme dont c'est le premier poste. Je pense qu'elle doit être dans un coin. On a donc une pédicure-podologue, une diététicienne, on a des médecins spécialistes, donc cardiologues, rhumatologues, dermatologues, angiologues et pédiatres. On se met en route, ça fait 10 jours qu'elle est ouverte, réellement dans les locaux. Je vous invite à venir.
Vous verrez, c'est très beau. On a bien sûr aussi dans cette maison de santé un laboratoire d'analyse. C'est très important. Et puis, les professionnels travaillent actuellement à mettre en place des méthodologies de travail, des protocoles. Et vous verrez, tout ça va sortir prochainement. Donc, bien sûr, la maison de santé, on a les premiers professionnels qui sont effectivement dans la structure. Tout le monde n'est pas encore arrivé parce qu'on est en France et qu'en France, ça nécessite des tas de papiers et qu'il faut demander des autorisations et que les autorisations arrivent au compte-gouttes et qu'on nous demande 1001 choses. C'est pas si facile, mais rassurez-vous, tout le monde va arriver, mais en prenant son temps. À titre d'exemple, la pédiatre n'a pas eu le droit de venir avant 2 mois. Donc voilà, c'est pas grave, elle sera là à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est la première conférence d'un cycle de conférences où on en fera à un rythme d'un par trimestre. En dehors de ces conférences, on a plein d'idées. Je crois qu'il y a Guillaume Jeanne qui est là-bas dans le fond, qui se cache, mais on a l'idée de faire une course qui permettra de faire une action de santé publique qui, sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. On applaudit parce que vous y avez fait référence, agrément ARS, Agence régionale de santé. C'est vrai que c'est un des agréments à obtenir. C'est très difficile. C'est un combat de tous les jours pour une équipe, pas seulement pour 1, 2 ou 3 personnes, mais pour toute une équipe. Et c'est aussi un engagement. C'est un engagement au service de toutes et de tous. C'est difficile à construire. Ça ne se fait pas en un jour. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'important, en effet, c'est une maison pluridisciplinaire. Et vous serez, je n'en doute pas, un exemple pour les zones rurales, non seulement des Bouches-du-Rhône, non seulement de la région, mais de l'ensemble de ce pays. Je passe maintenant la parole à Thomas Blanchette, président national d'Harmonie Mutuelle. Merci Emmanuel. Alors je tenais à rectifier, je ne viens pas du bout du monde, mon bureau est à Paris, mais j'ai parcouru 250 km dans une ville où il y a aussi du vent puisque j'habite Carcassonne. Donc monsieur le maire, professeur Ringer, madame la déléguée à la santé, cher Dominique, monsieur le vice-président d'Harmonie Mutuelle, je ne l'ai pas vu arriver Joël, donc, mais il doit être dans un coin, monsieur le président de région, cher Emmanuel, mesdames, messieurs les délégués, mesdames, messieurs les Mossanais. Alors, enchanté d'être parmi vous. D'une part, je n'ai pas participé à l'inauguration de cette maison de santé pluridisciplinaire, mais j'aurai l'occasion de revenir prochainement. C'est avec plaisir donc que je participe à cet événement, à ce moment, à cette conférence, à cette agora. Merci aux équipes d'Harmonie Mutuelle qui ont préparé cet événement avec les équipes de Monsieur le maire. Et puis un merci spécifique, non pas un essence d'adoption, puisqu'on a une particularité avec Monsieur le maire et avec Dominique, c'est qu'on partage un homme. Alors, Mohamed qui est médecin du travail de formation initiale, chevalier de la Légion d'honneur, ancien vice-président de la Croix-Rouge, mais aussi un homme qui m'accompagne dans mes missions en tant que président d'Harmonie Mutuelle, mais aussi vice-président du groupe Vive sur la dimension santé et prévention. Donc vous avez là tous les ingrédients dans votre municipalité et avec d'autres, et avec nos délégués. J'en vois quelques-uns dans la salle. Il y en a à la présentation, mais il y en a aussi dans la salle. Et pour créer les conditions d'un accès à la santé, d'un accès au droit, qui est en fin de compte quelque chose d'important, de prioritaire, à la fois dans notre action. Alors je ne vais pas vous parler de nos métiers, je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour faire le commercial, mais en tout cas vous souhaitez une bonne soirée, de bons travaux ce soir et dans les mois et dans les années qui viennent avec toute cette belle équipe. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci Président. Et maintenant le tour à Stéphane Liotto, notre président de région Harmonie Mutuelle. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une fierté en tant que président de la région Méditerranée, Harmonie Mutuelle, de vous accueillir par rapport à cette agora. Alors, mon cher Thomas, monsieur le maire, madame la conseillère, professeur, cher Emmanuel, on a eu l'occasion, il y a 3 semaines, un petit peu de brosser ce programme et ce menu. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, je sais que j'ai été séduit par vos propos, monsieur le professeur. C'était, je dirais, sur des sujets, sur les enjeux de l'éthique, l'intelligence artificielle, la robotisation chirurgicale, mais aussi la fin de vie. Donc tous ces sujets-là, effectivement, pendant 2 heures, j'ai eu un échange avec monsieur le maire et avec vous, madame la conseillère, effectivement, de préparer cette agora. Alors pour nous,
c'est pas une conférence, c'est une agora. Alors une agora, c'est un moment fort au sein de notre mutuelle parce que c'est un moment démocratique mutualiste. Ça permet le débat sur des sujets de société ou de santé. C'est le cas ce soir, soins et éthique médicale. Maintenant, notre objectif, c'est aussi l'entraide entre nos adhérents, mais aussi ce soir, c'est un temps de parole, d'échange et de partage. Alors moi, je ne viens pas de Carcassonne, je viens d'Antibes. Voilà, j'étais là pour être avec vous ce soir parce que je mets beaucoup d'énergie dans le cadre de la santé pour les personnes les plus vulnérables, l'accès aux soins pour tous. Et c'est mon moteur qui me permet effectivement, à travers la raison d'être d'Harmonie Mutuelle, d'agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui favorisent la santé des personnes autant celle de la société, en mobilisant la force des collectifs. Et j'y crois. Et j'y crois, c'est pas parce que le président national est là, ça veut dire qu'effectivement, j'ai pour le fait de dire, dans la région Méditerranée, on a deux jambes. On a la jambe des élus, et merci Michel, ma présidente de territoire, Michel Konecki, la présidente de la Provence, avec certains de ses délégués, Florence et Emmanuel, et puis merci à toi Emmanuel qui a été à cheville ouvrière de cette agora. Et puis l'autre jambe, c'est la partie des salariés. Et là, je remercie Sarah, et Christine et puis Daniel pour permettre aussi au niveau de l'organisation de cette agora. On a essayé de mettre toutes les conditions réunies, puisque avec M. Dufour et City Sport Production, Scope Production, voilà, on a souhaité effectivement que pour les réseaux sociaux, il y ait aussi, je dirais, une suite par rapport à cette conférence de qualité et tous les ingrédients sont réunis. Merci professeur, merci cher Emmanuel, merci Thomas, merci monsieur le maire de nous accueillir sur Mossane-les-Alpilles. Merci infiniment Stéphane. Professeur Bringer, qui est-ce ? C'est un professeur émérite sur toute sa carrière des universités et facultés de Montpellier et de Nîmes. C'est également un endocrinologue reconnu au moins au plan national, si ce n'est mondial. C'est donc un homme qui a l'habitude des équilibres qui sont liés à la gestion du métabolisme, on va dire. Voilà, des équilibres hormonaux. C'est un homme d'équilibre, le professeur Bringer. Et vous allez voir pourquoi cet équilibre est important dans son discours, dans ce qu'il a à nous transmettre et à vous transmettre. Il est doyen de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes. C'est l'ancien président de la Société française de diabète, endocrinologue, on parlait endocrinologie. Et aujourd'hui, il est président du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine. Alors là, c'est géant, vous avez à vos côtés, à nos côtés, vous avez une personnalité qui finalement pose de manière, vous allez voir, à la fois accessible, mais à la fois experte, les grands thèmes qui sont liés à la médecine, à l'avenir de la médecine dans toutes ses dimensions. L'éthique des soins, qu'est-ce que ça peut être ? C'est à la fois certainement un enjeu professionnel pour les praticiens, pour les médecins, les chirurgiens, les soignants en général. C'est également peut-être un devoir sociétal dans l'accomplissement de leur mission, donc de leur métier. Et c'est aussi certainement un engagement personnel, on va dire. Et ça, ce sont des valeurs essentielles autour finalement de la vie, de la naissance à la fin de vie. Et nous allons en parler parce que le malade, j'ai pas envie de dire malade, le patient atteint notamment de maladies chroniques qui perturbent le métabolisme
ou qui sont soit à l'origine de cette perturbation, soit la conséquence, vous allez voir que le discours du professeur Bringer est essentiel. Monsieur le maire, madame la conseillère déléguée, j'ai été très impressionné par la qualité de ce que vous avez conçu et la manière dont vous anticipez l'avenir. La médecine, par des praticiens, des professions de santé, exerçant de façon individuelle, c'est fini. Les jeunes générations ne conçoivent même plus d'exercer seuls. C'est un fait, ils nous le disent tous les jours, et donc il faut en tenir compte. Les générations passent, la vision n'est pas la même du travail, de l'exercice et de l'approche médicale. La médecine va être et est déjà profondément bouleversée par l'intelligence artificielle. C'est inarrêtable. Cette intelligence artificielle va mener des diagnostics avec une précision qu'on n'a jamais connue, avec des possibilités d'intervention, avec des possibilités d'agir de manière ciblée, précise, comme on ne l'a jamais vu. Mais voilà, la médecine doit marcher sur deux jambes. L'arrivée de l'intelligence artificielle, les hyperspécialistes, des compétences de plus en plus pointues, mais la médecine de proximité. Car sans la médecine de proximité, il n'y a pas de soins. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un par l'intelligence artificielle. On ne peut pas avoir le souci d'une personne par l'évolution des technologies. La proximité est la seule vérité du soin. Le soin devient très complexe. Et donc je vous propose d'aborder simplement comment se déroule une décision médicale, une décision de soins dans une médecine qui doit rester équilibrée sur une technologie biotechno-radiologie exceptionnelle, il faut le dire, et sur l'attention à la personne, le souci de la personne. Et cet équilibre ne peut être tenu que si on questionne son activité professionnelle en santé sur la base d'une réflexion éthique. J'en profite pour dire que l'éthique, ce n'est pas la morale. Pas du tout. La morale commande, la morale exige, la morale, c'est la réponse avant la question. C'est ce que nous avons de nos origines, de notre éducation, de nos premières rencontres, de nos religions. L'éthique, ce n'est pas la conviction intime sincère. La conviction intime sincère, c'est très bien pour certains engagements. C'est très mauvais pour la médecine. Parce que c'est le fait d'un seul. Et la conviction vient aussi de sa vision
de son mode d'exercice, de sa propre expérience. Elle n'est pas à jeter, bien sûr, mais elle est à être fortement nuancée par le questionnement éthique. Et d'ailleurs, le questionnement éthique est justement là pour mettre à mal la conviction intime sincère. Ce que disait le professeur Jean Bernard, c'est qu'il disait le plus grand ennemi de l'exercice de la médecine et du bienfait en soi, c'est que on soit très humain en étant incompétent. Parce qu'on trompe doublement les patients. On les trompe une première fois par son manque de rigueur, de compétences et de connaissances scientifiques, et par là on laisse passer des chances, et on le trompe une deuxième fois parce que l'humanité que l'on a fait qu'il nous donne sa confiance. C'est impardonnable. D'ailleurs, des patients qui n'ont pas eu l'examen qu'il fallait au bon moment et pour lequel, dans un cancer, on a perdu 1 an, ne le pardonnent pas à un médecin très humain. Il ne peut pas le pardonner. Donc, la connaissance, la rigueur sont des éléments essentiels. Alors, si vous pouvez passer la première diapositive, vous avez du côté gauche pour vous le rappel que les grandes conquêtes de la médecine ont tout bouleversé. Enfin, réfléchissez. Le sida, ils mouraient tous, ils vivent tous, avec un comprimé par jour qui contient 3 produits. Le mélanome malin métastasé, au foie, au poumon, à toute allure, ils mouraient tous. 65% vivent aujourd'hui avec l'immunothérapie et on peut arrêter le traitement au bout de 5 ans, rien ne bouge. Les poses de stent qui permettent de vivre 20 ans, 30 ans, ensuite, avec bien sûr certaines règles et une attention, on meurt beaucoup moins d'infarctus aujourd'hui en France. On peut dérouler ainsi un nombre considérable de transformations sous nos yeux. Des personnes qui souffraient de maux incroyables lorsque j'étais chef de clinique, jeune médecin, le problème est réglé aujourd'hui très très vite. Donc la science, les conquêtes de la médecine font partie de ce qu'on appelle la médecine ciblée. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus précis. Pourquoi ? Parce qu'on a une imagerie très précise, PET scan, IRM, scanner. Avant tout ça, c'était le brouillard. Quand les gens disent c'était mieux avant, je peux vous dire que c'était terrifiant avant. On était dans le brouillard. On regardait des radios, c'était des ombres. Aujourd'hui, 1 centimètre, c'est déjà très gros. Le deuxième point, c'est que la biologie, l'étude des tissus, apporte des marqueurs d'une précision telle que dans le cancer du sein, grâce à cette cible produite par l'imagerie et les marqueurs, les biomarqueurs, on est passé de 80% de mortalité dans le cancer du sein il y a 35 ans à 94-15% de vie, de survie aujourd'hui, grâce à la médecine ciblée. Vous voyez que là, certes on peut être humain, mais ce qui compte, c'est d'aller au bon endroit, avec les bonnes connaissances, le mieux possible, dans une filière de soins qui fonctionne.
Et pour atteindre cette filière de soins compétente, il faut avoir accès en proximité à un relais, à quelqu'un qui accélère, à quelqu'un qui coordonne, à quelqu'un qui fait rentrer dans la filière de soins adéquate. J'en parlerai très peu ici, on ne peut pas parler de tout, mais l'algorithme est en train de tout transformer. J'assiste sous mes yeux dans le service que j'ai conduit et où je consulte toujours le service de diabète et d'endocrinologie, comme vous l'avez rappelé. J'assiste à des outils qui sont des dispositifs médicaux connectés qui transforment la vie des diabétiques de type 1 par un automatisme incroyable. Les enfants ne vivent plus le même drame. Les parents ne vivent plus la même histoire. Ils redorment enfin. Et les adultes revivent différemment. Tout ça parce que des algorithmes travaillent, automatisent et transforment toutes les minutes la glycémie en dépit d'insuline automatique. Défibrillateur cardiaque. Un algorithme agit sur un trouble du rythme qui tue. Et il peut tuer 10 fois dans l'année, et 10 fois le défibrillateur se met en route sans intervention de médecin, et on vit. On peut citer de plus en plus d'exemples de tout cela, et ça va à toute allure. Donc le progrès, surtout, n'opposons pas la médecine de progrès à la médecine de la personne. Mais dans la maladie chronique, la médecine de la personne est fondamentale. Parce que la personne va vivre très longtemps avec cette maladie qui va décompenser, qui va le gêner, qui va l'obséder parfois, ou parfois le faire décompenser dans des complications extrêmement sérieuses. Une personne qui demande des soins a une triple attente. Vous pouvez réfléchir à vous-même, vous voulez 3 choses. La première, c'est que vous ayez accès à des soins. D'abord, que quand on voit une dermatologue ou un dermatologue, on n'attend pas 9 mois alors qu'il faut diagnostiquer un mélanome au plus vite et qui peut être trompeur. Il est évident que l'accès aux soins pose un problème aujourd'hui. C'est incontestable. Et l'important, c'est de voir comment on peut améliorer les choses. On peut regretter la marine à voile, comme disait le général, mais ça ne sert à rien. Il faut trouver des solutions. Et c'est vrai que l'ouverture de maisons de santé pluriprofessionnelles est un pas important, anticipateur, pour ne pas atteindre un désastre. Le point, évidemment, très important, c'est d'accéder à cette filière de soins, je l'ai dit, compétente. Vous entendrez toujours les médecins, les agences de santé, la caisse d'assurance maladie dire on accepte, on valide un traitement, on le rembourse à la condition qu'il ait fait ses preuves. C'est ce qu'on appelle la médecine des preuves. Mais attention, il y a une perception un peu enfantine de ce qu'est un médicament validé. Alors je vous le dis en 2 mots. Un médicament validé a été validé dans des essais cliniques bien construits où on tire au sort des patients qui tombent sur le nouveau médicament et d'autres qui tombent sur un placebo ou un traitement de référence et ils ne le savent pas. Les médecins ne le savent pas non plus. Et à l'arrivée, chez les patients, on voit que le nouveau traitement marche mieux. Et donc, il est validé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un médicament
déjà très bon, qui a 60% d'effets favorables, 20% sans effet chez certaines personnes, et 20% d'effets défavorables chez d'autres personnes ou les mêmes, va être retenu comme un très bon médicament. Mais il y a 40% des gens qui n'en bénéficieront pas. Ça veut dire que ça donne au médecin la plus grande chance, le fait de savoir qu'il a plus de chances de faire du bien que du mal. Mais il peut faire du mal. Et on le voit tous les jours quand les gens comprennent mal que ce médicament qui était fait pour leur faire du bien, non seulement n'a pas agi, du moins ils n'ont rien vu comme effet, et en plus a eu des effets secondaires. Ce qui me permet de vous dire que la médecine n'a pas de certitude. La médecine essaie d'avancer en ouvrant l'œil. Et même quand un médicament est validé, il faut que le médecin qui le prescrive, qui suit l'équipe de soins, ouvre l'œil. Et ouvrir l'œil, c'est quoi? C'est écouter. C'est écouter ce que dit la personne et écouter en l'entendant. Donc, c'est un point important que de comprendre ce qu'est la médecine des preuves. Après, il y a des recommandations, des procédures, des référentiels. L'avalanche de normes. On le sait, monsieur le maire, dans la vie d'une ville, mais on le sait partout, les normes prennent une place et on ne sait pas d'où est partie l'avalanche. Et elle ne s'arrête jamais. C'est une tyrannie qui tombe sur les gens pour faire mieux, mais qui parfois est comme le médicament, a plus d'effets secondaires et aucun effet bénéfique. Donc même sur les normes, il faut avoir un esprit critique. C'est l'œil ouvert et la capacité de discuter tout ça quand on voit que ça ne marche pas ou mal. Le deuxième chose qu'attend un patient, et que vous voyez au milieu, c'est prenez soin de moi. Voilà. Je veux bien la médecine de progrès, bien sûr je veux en bénéficier, mais ayez le souci de ma personne. Regardez-moi, écoutez-moi et prenez en compte ce que je veux savoir. Donc informer, soulager, soutenir, renforcer, et non pas effondrer. Et c'est pour ça que dans l'annonce des maladies graves, il faut un doigté, une manière, un temps, une temporalité sur la durée qui doit être très pensée. On ne peut pas annoncer comme ça. Ce que l'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est dans la qualité relationnelle, l'écoute et la présence. Qu'est-ce que c'est la présence? La présence, c'est ce que nous disent les personnes soignées. Elles nous disent, on comprend que les médecins soient pressés. On comprend qu'ils n'aient pas un temps fou pour nous. On comprend que dans cette pressurisation de leur emploi du temps, ils ne peuvent pas, par équité, passer que du temps avec nous. Certaines personnes ne le comprennent pas bien, mais la majorité des gens le comprennent bien. Mais par contre, ce qu'ils ne pardonnent pas, c'est que pour le temps bref passé avec nous, on ne soit pas tout à eux, c'est-à-dire en exclusivité à eux. Par le regard, par l'écoute, par la parole, par la bienveillance par rapport à certaines manières de s'exprimer. Et pour être en exclusivité avec eux, il faut y penser tout le temps. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'à force de regarder les écrans, à force de répondre sur les milliers de SMS
portable. Et à force d'avoir pris l'habitude dans les jeunes générations de donner la priorité au portable, on n'a plus de priorité pour la présence. Et je peux vous dire que dans les facultés de médecine aujourd'hui, c'est un très gros travail que d'expliquer et de former et d'entraîner pour qu'il y ait cette présence. Vous êtes à moi, vous êtes présent. Sinon, on annonce un cancer, la finitude à la personne, avec, en pensant pratiquement à autre chose, et en disant, moi je suis loyal, je dis la vérité, en démolissant la personne que l'on a en face. Parce que dans le même temps, on exige la loyauté. Et donc, c'est important de le savoir. Et puis le dernier point que demandent les personnes soignées, c'est écoutez, j'ai 1, 2, 3, 4 maladies chroniques. Je dois voir le cardiologue, je dois voir la radiologie, je dois aller voir le neurologue, le diabétologue, et j'en passe. Essayez de me faciliter la vie. Et faciliter la vie, c'est le parcours. Et essayez, chez les personnes âgées et lourdement atteintes par des pathologies et vulnérables, d'organiser les choses. Eh bien, la maison de santé pluriprofessionnelle n'est pas qu'une prescription d'ordonnance, elle organise les choses et elle doit le faire par une masse critique d'intervenants où chacun a sa place. Un des moyens de faire du bien, c'est ce qu'on appelle la pertinence des soins. La pertinence des soins, on va dire très vite les choses. Le médecin, l'infirmière qui est en face d'un patient se dit il faut d'abord que ce patient ait les soins les plus adaptés, donc la médecine ciblée, donc des avis spécialistes, donc le recours à tout ce qui lui permet d'avoir les nouvelles thérapeutiques, les nouvelles prises en charge et de bénéficier du mieux. Ça, c'est la médecine ciblée. Mais il n'y a pas que ça dans la pertinence des soins. On peut être un hyper spécialiste très compétent, faire beaucoup de bien sur la maladie et faire du mal sur la personne. Pourquoi ? Parce que la personne a plusieurs pathologies, parce qu'elle a plusieurs risques, parce que c'est une personne avec sa personnalité. On ne soigne pas un perfectionniste comme on soigne un non-observant, je m'en foutiste. On ne l'aborde pas pareil, on ne lui parle pas pareil, on ne l'entoure pas pareil. Et de plus, on ne lui explique pas les choses de la même manière. On ne peut pas. Sinon, il n'y a pas d'efficacité de l'éducation thérapeutique et il y a danger. Si vous voulez, pour un exemple, mettre à une personne non observante une chimiothérapie à domicile à base de comprimés, alors qu'il fait n'importe quoi dans son comportement, qu'il oublie, qu'il reprend, c'est plus dangereux qu'utile. Et donc, on va mettre en place un suivi en centre avec plutôt des chimiothérapies par injection contrôlées et veiller à ça. On peut multiplier les exemples. Les diabétiques à l'insuline millimétrée dans le type 1 qui demandent une surveillance continue. Et chez un adolescent, on peut le tuer par les hypoglycémies. Et ce que je vous dis existe, parce qu'il faut être d'une précision et d'une attention particulière. Donc il faudra mettre des garde-fous. On peut multiplier les expériences, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant d'indiquer quelque chose, il faut comprendre comment fonctionne cette personne, il faut comprendre son mode de vie et le mettre comme une priorité, et il faut comprendre que si une dame a perdu son fils il y a un mois, la priorité, ça ne va pas être sa maladie.
et que donc il va falloir tenir compte de tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de l'innovation, de la technique, des progrès, des hyper-spécialistes, il faut quelqu'un qui fasse la synthèse. Et ce quelqu'un doit le faire absolument. Sinon, c'est de la technique et pas de la médecine. Et le troisième point, c'est son environnement. Environnement socio-éducatif. La même maladie, le diabète de type 2, intramuros à Paris, en dessous du périphérique nord, et la même maladie, le diabète de type 2, au-dessus du périphérique nord, dans le 9-3, on a 3 fois plus de dialyse, 3 fois plus d'infarctus, 3 fois plus d'amputations, 4 fois plus de troubles visuels. C'est la même maladie. Absolument la même. Et ce n'est pas un déterminant génétique qui détermine ces complications. C'est l'environnement. On ne soigne pas un enseignant informé, préoccupé par sa santé et très réactif, surtout, y compris le dépistage et l'alerte, comme on soigne une population gitane avec sa culture et sa relation et sa représentation avec la maladie. Si on le fait de la même manière, de manière technique, on va à la catastrophe. La médecine, c'est ça. Finalement, lorsqu'on voit une personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap, eh bien le déroulement, c'est personnaliser la décision sur le profil au sens clinique, radiologique, biotechnologique de la maladie, mais c'est aussi regarder le profil de la personne, le profil de son environnement. Et là arrive un exercice extrêmement périlleux, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. La personne arrive, elle n'est pas prête, on n'est jamais prêt. Elle ne veut pas entendre cette nouvelle. Et la personne qui le lui annonce n'a pas envie de le lui dire. Donc l'annonce, c'est la rencontre d'un professionnel de santé qui n'a pas envie de dire à une personne qui n'a pas envie d'entendre. Et c'est pour ça que c'est un exercice d'une délicatesse extrême et qu'on a fait beaucoup de dégâts dans les annonces. Par exemple, l'annonce des soins palliatifs aujourd'hui est très traumatisante. Parce que si on annonce la fin de la médecine curative, la chimio, l'immunothérapie, la chirurgie, tout ce qui accompagne le cancer, et qu'on dit, écoutez, il vous faut maintenant avoir des soins palliatifs, il y a une annonce de finitude terrifiante. Et donc là aussi, il y a des procédures, bien sûr, mais il faut des accompagnements extrêmement pensés, entraînés, humains. On n'y est pas. On a fait des progrès là-dessus. Il y a des équipes qui fonctionnent bien, mais on n'y est pas encore. Il faut du tact, il faut de l'empathie, il ne faut pas pleurer avec les gens. La pitié ne sert à rien si on n'apporte pas un soutien précis, des éléments de support. Et Nietzsche le disait, je n'aime pas les compatissants qui se baignent dans leur pitié sans agir pour soulager ceux qui doivent faire et soulager. Enfin, il faut partager la décision, c'est l'annonce, et pour partager une décision, il faut expliquer aux personnes de manière intelligible. Ce n'est pas en débitant un sac de compétences scientifiques qu'on informe les gens de manière intelligible. Il faut du temps. Il faut là aussi une pondération dans ce qu'on va dire, un contrôle et un débit adapté. Il faut que les mots soient compris. Et pour que les mots soient compris, il faut s'assurer ensuite qu'ils ont été compris.
Je vois parfois des professionnels annoncer, en vidant un sac de connaissances et d'annonces, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas du soin. Et tout cela fait qu'on a mis en place, dans certaines facultés de médecine, et on y a tenu, et de plus en plus partout, un travail de la relation, de l'annonce, de l'humain. Et là arrive le questionnement éthique. Alors, discuter éthique, en termes de soins, ce n'est pas une discussion de salon. Ce n'est pas un truc sur la morale. D'ailleurs, la morale ne sert à rien en médecine. Pourquoi elle ne sert à rien? Mais parce que toutes les grandes lois morales qui ont été énoncées par des philosophes très brillants, toutes les lois morales qui ont été énoncées par les religions, sont apparues à un moment où il n'y avait pas de tri d'embryons, où il n'y avait pas de PMA, où il n'y avait pas la génétique, avec ces millions de mutations qui permettent de prédire si un enfant sera handicapé lourd ou ne le sera pas. Il n'y avait pas l'imagerie telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas des formes d'accompagnement qu'on peut avoir aujourd'hui, ne parlons pas de la chirurgie robotisée. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas exercer un métier sur des convictions morales qui ne correspondent plus à la problématique telle qu'elle est de nos jours. La fin de vie en est un exemple crucial. On ne peut pas répondre que par la morale à la fin de vie, quand on a devant nous des souffrances humaines insoutenables et donc inhumaines. Il est important de penser à tout ça. L'éthique, j'en profite pour vous le dire, si j'ai encore un peu de temps, l'éthique est née avec les philosophes importants. C'est sûr qu'Hippocrate, dont les écrits nous sont arrivés, traduits par les philosophes et médecins arabo-musulmans, par Avicenne notamment. Pourquoi ? Parce que la papauté à Rome, entre le IIe et le VIe ou VIIe siècle, ne permettait plus la diffusion du savoir grec. Et donc, à ce moment-là, on a détruit tous les écrits d'Hippocrate et d'Aristote. Et ce n'est que par la reprise à travers la Perse, à travers l'Ouzbékistan, Avicenne, que ces écrits nous sont revenus traduits ensuite par Averroès à Cordoue et Maïmonide, juif de Cordoue, qui traduisait énormément le latin, bien sûr, mais le grec en traduction latine pour nous. Je rappelle tout ça parce que Hippocrate a eu des fondements éthiques. Quand il dit primum non nocere, ça c'est du latin, c'est pas du grec, mais il l'a dit en grec, d'abord ne pas nuire. Quand il dit l'écoute, l'écoute, l'écoute. Quand il dit l'art, c'est-à-dire l'exercice du soin, est difficile. Et l'expérience est trompeuse et fugitive. Il dit en quelque sorte, méfiez-vous de la conviction. Et Hippocrate transmet ainsi une approche qui est résolument éthique, l'attention au patient, le souci de la personne. Après, d'autres philosophes, bien sûr, l'ont prôné. Mais lorsqu'on aborde le soin, on raisonne en 4 points. Premièrement, au niveau éthique, on est attentif sur le fait de respecter l'autonomie autant qu'on le peut de la personne
dans son information, ou grâce à son information, dans une décision qu'on appelle partagée ou éclairée. Vous savez, la médecine a été jusqu'à il y a, on peut dire, une vingtaine d'années, dans la décision inculquée. Le médecin inculquait sa décision à la personne soignée. Ensuite, elle a été un peu plus insufflée, ce qui est plus doux, avec des explications conduisant la personne à faire des choix. Et c'est un exercice très difficile que d'éclairer un patient et d'essayer de lui laisser le plus loin possible le choix en ayant une information loyale et intelligible. C'est un exercice très difficile. On n'y est pas encore arrivé, et peut-être que parfois on y arrive, et puis d'autres fois on n'y arrive pas. L'information doit être intelligible, le consentement doit exister à la condition qu'on ait compris quelque chose, et bien sûr on transfère un certain nombre de compétences aux patients dans la maladie chronique, c'est fondamental. Dans le diabète, par exemple, de type 1, c'est tout. Le médecin peut très peu, c'est la personne qui peut beaucoup. Et puis, bien sûr, on décide avec le patient, ses proches, les médecins, les soignants, et de plus en plus avec l'algorithme qui dit les recommandations de plus en plus précises. Ensuite, on essaie d'être bienfaisant. Alors, je vous l'ai dit, pour être bienfaisant, il faut avoir accès, il faut réunir les compétences autour de soi qui permettent d'être bienfaisant. Il faut une réactivité du soin, ça peut être un problème aujourd'hui, comme on n'a pas la réactivité urgence. Allez tous aux urgences et on voit le résultat. Le résultat qui est une évolution qui est très difficile, non pas à cause des urgentistes, mais par l'arrivée de 1000 choses aux urgences qui n'auraient pas lieu d'y être. Et enfin, la continuité de soins, surtout pas la rupture, le souci de la personne. Et j'ai insisté sur le fait que pour être bienfaisant, il faut être pertinent. Et pour être pertinent, il faut les 3 profils: maladie, personne, environnement. De l'autre côté, il y a la non-nuisance. D'abord, ne pas nuire. C'est fondamental et c'est très important. Ensuite, il y a l'équité qui est très différente de l'égalité. La France est très attachée à l'égalité, mais en soins, on fait très attention à l'équité. C'est pas du tout pareil. Si une personne mesure 1,80 m et regarde derrière une palissade un spectacle, son petit frère qui mesure 1,20 m est derrière la palissade et ne peut rien voir. Il lui faut un tabouret pour regarder de l'autre côté. L'équité, c'est ça. C'est compenser quelque chose qui ne permet pas d'atteindre l'égalité si on ne compense pas. Et c'est un point important de la discussion. Ne pas nuire. Alors, je parle des nuisances involontaires. J'ai peu rencontré dans ma vie, pour ne pas dire pas du tout, des soignants qui voulaient faire du mal. Donc, ce n'est pas la question, à part des dérangements d'une autre nature. Mais il est sûr qu'on peut nuire à son insu. Et en nuisant à son insu, on peut faire beaucoup de mal en voulant faire du bien. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir la notion permanente. Alors on peut faire du mal, et c'est très classique, par les erreurs en soi, les événements indésirables, les aléas, comme on appelle, et puis on peut surtraiter. La France a tendance à surtraiter, avec des conséquences qui ne sont pas toujours bonnes. On aime en France dire sobriété énergétique.
sobriété climatique. Mais sobriété en soins, j'ai jamais entendu. Eh bien, pour moi, la qualité du soin, c'est la sobriété des indications. Et c'est pas répondre à toute demande qui finira par des médications, par se retourner parfois contre la personne. Et le défaut de coordination, un certain nombre d'éléments sont très classiques. Mais je veux m'attarder et finir sur ces éléments. Il y a le mal que l'on peut faire lié à la relation. Dans la télémédecine, je regardais la SNCF qui se met à la télémédecine. On verra. Mais pourquoi pas, peut-être. Mais attention, la télémédecine, c'est très dangereux. La télémédecine, on sous-estime tout le temps la souffrance des gens, les symptômes. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rallonger un rendez-vous en télémédecine. On ne peut pas, on a des créneaux très précis. Donc la personne qui parle et qui a du mal à exprimer ce qu'elle veut dire, il faut passer. Donc on a des nuisances potentielles importantes et dans la télémédecine, il y a un risque qui est bien saisi de plus en plus et il ne faut pas le sous-estimer. Parce que dans le fond, ce qui compte, c'est l'attention, l'écoute, la présence. Et je vous l'ai dit, la capacité d'écoute est une alerte très importante. Bien sûr qu'il faut savoir arrêter quelqu'un qui pense qu'à lui et n'en finit plus de raconter sa vie, mais il faut être en alerte pour cueillir parmi les propos des éléments qui sont ceux d'une certaine alerte. Le contact inadapté à cataloguer, on catalogue très vite, dans la vie d'ailleurs, mais on catalogue dans le soin aussi, et par là on peut stigmatiser. L'annonce qui fait mal faite, l'absence de tact. Se méfier des gens qui disent « moi j'ai un tact naturel ». Alors là, ça veut dire que je suis naturel, c'est-à-dire je dis tout ce que je pense. Alors quelle catastrophe. Parce que, comme dit Camus, un homme, ça s'empêche. Et un soignant, ça s'empêche. Et donc, il faut être attentif à ça. Et le tact, c'est se taire, c'est regarder, c'est saisir l'émotion. Il faut, pour les soignants, avoir la lecture émotionnelle de l'autre. Et avoir la lecture de l'autre, ça prend du temps. Ça demande d'y revenir, bien sûr. Ça demande aussi de saisir ce que disent les patients à travers leurs mots. Le choc des mots doit être aussi évité et les formules choc peuvent être très maladroites. Alors l'annonce, c'est ça, hein. Cancer, maladie chronique, handicap, fertilité, infertilité, il faut beaucoup de doigté. C'est sûr qu'on sera loyal sur le temps, mais il faut prendre le temps. Parce que sinon, dans l'avalanche des mots qu'on dit, il y a une stupéfaction. La personne n'entend plus. D'ailleurs, elle est stupéfaite, puis révoltée, puis agressive, puis tout ce qu'on peut voir du sentiment à travers la très grande inquiétude. Le temps du silence, je vous l'ai dit. Alors un mot, et ça sera une des 2, je crois, ou 3 dernières plaques, la vulnérabilité. Alors les personnes vulnérables, c'est des personnes qui peuvent être âgées, c'est des personnes qui peuvent avoir des maladies sévères, c'est des personnes qui peuvent avoir de polypathologies, c'est des personnes qui peuvent avoir une très grande fragilité psychologique. Ce sont des personnes qui, en gros, cumulent une maladie plus quelque chose d'autre qui fait qu'ils ont une certaine dépendance vis-à-vis des autres
vis-à-vis des soignants, bien sûr, mais vis-à-vis de leurs proches, parfois de leurs proches aidants, autant qu'ils peuvent. Et c'est vrai que cette dépendance est consubstantielle de la maltraitance. Plus on est ou on sera dépendant, plus on sera à risque d'être maltraité, même par des proches qui nous aiment, parce qu'ils veulent trop en faire, parce qu'ils veulent gérer tout, parce que parfois, en perdant l'autonomie par la vulnérabilité, la suivante, s'il vous plaît, allez-y, je ne sais pas pourquoi. On veut trop protéger, mais du coup on assujettit. Et donc l'importance dans le soin des vulnérables, pour les respecter, c'est en permanence de se dire, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans notre assujettissement et est-ce qu'on respecte, est-ce qu'on essaie de déceler des capacités résilientes. On le voit beaucoup dans la maladie d'Alzheimer, où en voulant surprotéger, on finit par ne jouer que sur la sécurité et on aggrave considérablement certaines formes d'évolution, alors qu'en grattant, la personne qui aimait Claude François veut écouter Claude François. La personne qui aimait le boudin aux pommes veut encore du boudin aux pommes. Et elle ne veut pas qu'on lui inculque un régime tous les jours dont elle n'a que faire. Et c'est vrai que dans les institutions, il faut faire très attention à ça. Cette photo, c'est la nouvelle faculté de médecine de Montpellier qui a ouvert il y a 6-7 ans. Et elle a été ouverte, à l'époque j'étais doyen, sur ces 4 axes. C'est bien sûr, il faut transmettre l'expérience dans la formation. Il faut apprendre les nouveautés, la science, la rigueur, les innovations. Il faut donner envie de toucher du doigt les innovations. Et il faut entretenir son savoir toute sa vie. Il faut ensuite insuffler une conscience éthique. Autrement dit, il faut insuffler une méthode pour réfléchir éthique avec les patients. Et ces méthodes, elles sont pour, contre, pour chaque question qu'on se pose. L'éthique, c'est un questionnement à plusieurs qui n'ont pas le même angle de vue pour à tout prix respecter les valeurs du soin et faire le moins mal possible. C'est ça l'éthique. Et ce n'est pas des injonctions moralistes. Et bien sûr, selon les personnes, la conscience éthique et la méthode éthique va apporter des questionnements qu'il va falloir essayer de gérer le mieux. Et enfin, il faut bien sûr travailler le relationnel pour avoir le souci de la personne. Et donc, ça doit être un entraînement particulier qui sera d'autant plus important qu'on va avoir de plus en plus de techniques qui décident à notre place. Et vous le savez, regarder, c'est un soin, écouter, c'est un soin, avoir les paroles qu'il faut, c'est un soin, comprendre, c'est un soin. Et donc, il n'y aura jamais uniquement la technologie. Je vous remercie.
débat sur la fin de vie, ça nous amène à 2 heures du matin. Mais on va essayer de poser 2 ou 3 aspects. Dans un problème aussi profond, aussi intime, aussi délicat que la fin de sa propre vie, de la vie de ceux qu'on aime et de la vie des personnes tout court, on peut hésiter, on peut changer d'avis. Il est même sain de changer d'avis. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans le questionnement éthique. Le problème de la fin de vie, c'est que personne n'en a l'expérience. Parce qu'une fois qu'on l'a traversé, on ne peut pas le refaire 2 fois. Donc l'expérience sert peu, sauf pour ceux qui ont accompagné, bien sûr, les plus proches, et qui peuvent avoir des expériences douloureuses. C'est toujours douloureux, mais plus ou moins douloureux. En gros, il y a 2 approches qui peuvent s'opposer, mais parfois peuvent avoir une complémentarité. La première approche, c'est de dire autonomie respectée des personnes. Les personnes atteintes de maladies graves, qui endurent des souffrances intenables et qui ont un pronostic vital qui est plus que compromis, dont on connaît l'échéance très probable à quelques semaines ou mois près, disent certaines de ces personnes, je veux décider du moment où je pars, je ne veux pas montrer ma déchéance, ma préservation ou la préservation de mon image auprès de mes proches est fondamentale et un objectif en soi. Je ne veux pas imposer ma dégradation ultime à mes proches. Et pour ça, je veux qu'on respecte mon choix de mettre fin plus tôt à mes jours dans la situation où le pronostic vital est à court terme, bien sûr. Court terme, ça signifie quelques jours à quelques semaines, 3-4 semaines. Mais aussi, disent ces personnes, dans les situations où le pronostic vital est à moyen terme, c'est-à-dire de quelques semaines à quelques mois, en général 6 mois pour beaucoup de pays, 12 mois pour d'autres. C'est la position de ceux qui disent « ma dignité, c'est ça ». C'est de ne pas me dégrader jusqu'au bout. Je voudrais choisir le moment dans le cadre qu'on vient de dire. La deuxième vision, c'est de dire, dans la société d'individualisme où l'on est, croire que choisir sa mort est un geste purement individuel, non. Il a une forme d'interdépendance sur l'entourage, bien sûr, sur les proches, et choisir de mourir ne peut pas être que un geste qui concerne soi-même. Ne serait-ce que parce qu'en dehors du suicide classique, il faut l'aide de quelqu'un pour mourir, soit sous forme de l'assistance au suicide qui est définie
comme l'autorisation et la prescription d'un produit létal que le corps médical et soignant n'administre pas. Ça, c'est l'assistance au suicide. Autorisation collégiale et prescription. Sans administration. Et la deuxième façon, c'est l'euthanasie, c'est-à-dire l'aide à mourir qui comprend 3 éléments. 1, l'autorisation collégiale. 2, la prescription. Et 3, l'administration par le médecin ou les soignants. Et donc, ces personnes considèrent que leur demander d'administrer ou de donner un produit létal à une personne, ça met à mal la confiance qui se noue entre la personne soignée et la personne qui soigne. Et que cette relation de confiance peut être profondément transformée par le fait que le soignant a le droit de tuer, du moins, ou de donner la mort, du moins dans l'euthanasie. Et autour de ça, les soignants ou les personnes qui défendent le fait de ne pas ouvrir la loi à une aide à mourir, bien sûr, s'appuient sur la morale religieuse, certes, mais universelle, tu ne tueras point. Il s'appuie aussi sur le fait de dire induire la mort ou aider à induire la mort chez une personne, ce n'est pas un soin. Et donc, il y a un débat, bien sûr, autour de ces deux visions dont chacune a ses arguments très forts pour et contre. Et dans les auditions que j'ai pu mener sur une année, un peu partout, mais particulièrement à l'Académie de médecine à Paris, à l'Assemblée nationale, dans les auditions et les échanges qu'on a pu avoir sur la loi, et dans différents endroits, j'ai écouté des personnes atteintes de cancer en 6e ou 5e ligne de chimiothérapie, dans des états très durs, mais à pronostic vital à 2, 3, 6 mois, 1 an, dire « mais enfin, pourquoi on ne peut pas m'aider à passer le cap? Je me dégrade, je suis dépendant pour tout, et je ne supporte plus ces souffrances, et je ne supporte plus des soignants qui me disent qu'on va soulager, mais en fait, je ne suis pas parfaitement soulagé, je suis très mal. » Et donc, pourquoi on auditionne des personnes atteintes de maladies de Charcot qui se paralysent progressivement en 2 à 4 ans, avec des paralysies effroyables, et toute leur conscience, toute leur lucidité, toute leur tête, et qui disent jusqu'où je vais être à afficher cette dégradation à ceux que j'aime, à leur imposer, et quelle souffrance, et pourquoi on ne m'aide pas, car si on m'aidait, ça serait un soin. Et puis, on écoute d'autres personnes qui, bien sûr, ont des exemples d'abus, on dira, ou de dérives sur des gestes qui ont été pratiqués alors que les soins n'étaient pas au niveau de ceux qui devraient être. Donc, dans ce débat intime, on peut avoir des convictions morales religieuses. Mais quand on écoute la souffrance de ces gens,
la morale édictée avant la réponse et qui sert de réponse à tout est compliquée. Et donc, de l'autre côté, pour bien saisir, on écoute des personnes handicapées lourdes, tétraplégiques, et qui disent « Attention, si vous votez une loi qui est un signe que pour mourir dans la dignité, il faut mettre fin à ces jours parce qu'il ne faut pas être dégradé, vous envoyez un signal à toutes les personnes dépendantes lourdes qui est que leur handicap, vu leur handicap, ils manquent de dignité à rester en vie, alors qu'ils ont des joies de vivre intimes et que les bien portants ne peuvent pas juger de la qualité de vie des personnes handicapées. Jamais. Parce que les critères de vie ne sont pas les mêmes. Les bonheurs ne sont pas les mêmes. Les petites joies ne sont pas les mêmes. Et donc, dans ce débat, il faut être extrêmement prudent. Alors, il y a une observation des faits, quand même. On regarde les pays. Et dans l'observation des pays, pour faire très court, il y a les pays, les États qui ont validé l'assistance au suicide. Autorisation collégiale, ça veut dire plusieurs médecins, des personnels parfois non médecins qui interviennent, avis d'un psychologue et psychiatre quand il faut, et conserver le discernement, car on ne peut décider de se suicider que si on a un discernement et qu'on n'est pas dans une dépression qui varie, alterne, dans une bipolarité, par exemple. Donc, dans ces états, le taux de décès, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui meurent par aide au suicide, est de 1 à 2%. Et ceux qui ont commencé il y a 25 ans, comme l'État de l'Oregon, sont à 1,5% du nombre de décès. Il n'y a pas de dérapage de l'assistance au suicide. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a un contrôle collégial, parce qu'il y a une indication qui est très bordée, et aussi parce que quand la collégialité a dit oui, cette personne atteinte de maladie de Charcot mérite d'être soulagée, vu l'évolution gravissime de son état et les souffrances qu'elle endure, eh bien, un tiers des personnes qui ont eu l'autorisation et la prescription cherchée à la pharmacie ne passent pas à l'acte. 40% ne passent pas à l'acte. Et ils disent « Je suis soulagé, apaisé de savoir que je peux choisir le moment. Je peux choisir le moment. Je n'ai pas la main sur la maladie, mais je peux choisir le moment sur le niveau inacceptable pour moi. » Et donc l'assistance au suicide a une particularité par rapport à l'euthanasie. C'est qu'elle ne donne à quiconque le droit de donner la mort, si ce n'est au patient sur lui-même. C'est une différence fondamentale. Elle respecte l'hésitation jusqu'au bout. Parce que des gens en bonne santé qui, à 40 ans, disent « Moi, quand j'aurai un cancer, un truc, il faudra en finir », on les reprend à 60, ils disent pas tout à fait pareil. On les reprend dans la maladie, ils ne sont plus du tout du même avis. Et quand ils sont en phase terminale, ils ne sont encore pas du tout du même avis. Donc l'hésitation
est le propre de ce type de décision. Et l'assistance au suicide respecte jusqu'à la fin cela. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner la même force ou la même dimension que l'euthanasie, qui demande aux soignants d'accepter effectivement de faire un geste létal qui ne respecte pas l'hésitation jusqu'au bout et qui, pour le soignant, vous le savez, le soignant n'est pas parti dans cette profession pour donner la mort. Et ce n'est pas sa mission, il n'en a aucune envie. Donc c'est une effraction pour lui qui est très forte et c'est une transgression à tout ce qui est porté par le serment d'Hippocrate, bien sûr, mais par ce qu'on vit. Alors je dirais qu'il y a la place pour la raison, que les dérapages que l'on a vus aux Pays-Bas, alors les pays qui ont validé l'euthanasie assez large ont 5,2% en record des décès par euthanasie ou assistance au suicide, mais surtout euthanasie. Les Pays-Bas, c'est le taux le plus élevé avec le Canada. Canada, 6 décès sur 100. Pays-Bas, 5 décès sur 100. Belgique, 3,5 décès sur 100. Mais là où les Pays-Bas ont été trop loin, et la Belgique aussi, et le Canada aussi, c'est qu'ils ont validé l'euthanasie sur les troubles psychiatriques et sur les pertes de discernement de type Alzheimer. Et là, on rentre dans un monde différent, où les vulnérables sans défense ont agi alors même qu'ils ont un discernement qui ne permet pas de mesurer la portée exacte de leurs gestes. Donc, est-ce que la loi, après discussion de Parlement, évoquera en force l'assistance au suicide qu'on appellera aide à mourir avec autorisation et prescription? Je crois qu'il y a des possibilités pour que le Parlement aille vers ça, avec une très forte restriction à quelques personnes qui entreront dans le cadre et après exclusion des pertes de discernement, des maladies psychiatriques, des gens qui ne sont pas à même de décider pour eux-mêmes. Il y aura peut-être quelques exemptions ou dérogations exceptionnelles d'euthanasie. Mais je crois qu'il y aura un encadrement très très fort. Et bien sûr, certaines personnes, parmi les soignants, auront droit à la clause de conscience qui est inscrite depuis la Révolution française, qui est dans le marbre du droit de la République et qui ne peut pas être contestée, la clause de conscience. Et cependant, il faudra bien sûr évaluer le comportement. Pour terminer, ceux qui s'opposent à ce que la loi évolue ont un argument très fort. Cet argument très fort, qui est soutenu par les praticiens en majorité des soins palliatifs, c'est que tant que la couverture en soins palliatifs, soins d'accompagnement, ne sera pas suffisante sur l'ensemble du territoire, il est peu probable que d'ouvrir un droit à une aide active à mourir sur le plan significatif améliore ou réduise les souffrances de fin de vie. Parce qu'on sait que dès que les personnes sont prises dans de très bonnes conditions de soins d'accompagnement, la demande d'aide à mourir baisse beaucoup. Et que donc, on a fait 5 lois successives
pour aboutir au fait que 20 départements ont quelques lits de soins palliatifs, mais n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Et dans ces départements-là, les gens n'ont pas recours à l'essentiel, qui est l'accompagnement. Parce que pour moins mal mourir, vous le savez tous, on ne peut pas bien mourir, mais moins mal mourir, il faut, si possible, la présence de ses proches, mais les proches sont de plus en plus loin. Ils vivent à l'autre bout de la France, ils sont très occupés, ils vivent à l'autre bout de l'Europe et parfois à l'autre bout du monde. Donc, les soins d'accompagnement sont un pilier essentiel pour adoucir un peu une fin de vie et moins mal mourir. Quelques minutes de questions ou réponses, s'il y en a. Vous souhaitez qu'on clôt la conférence? Je me permettrai de remercier un ami cher, Mohamed Abdelaziz, que j'ai rencontré à la Croix-Rouge, à Paris, et c'était une très belle rencontre. Et il a eu la délicatesse de m'inviter, de transmettre à Monsieur le maire la possibilité de me faire venir. Je ne le regrette pas du tout. Comment on va faire maintenant pour accompagner, pour apporter des réponses fondamentales au parcours du soin en France qui évitent le fait de nuire de manière non intentionnelle, bien sûr, et finalement de fabriquer cette non-observance qui coûte des années de vie? Oui, mais la personnalité est déterminante. On ne change pas une personnalité prédéfinie. Par contre, on peut, en travaillant sur les points de fragilité, de sensibilité, d'organisation de vie, moduler les risques, les éviter plus, retrouver des capacités de contrôle un peu meilleures. Dans ce que je dis, il y a un point très délicat que tout le monde connaît, c'est les conditionnements. Nous sommes des personnes conditionnées par tout ce qu'on a rencontré. Et il y a des personnes conditionnées à un comportement alimentaire qui peut être délétère. On a des personnes conditionnées à un comportement sédentaire qui est très délétère. Et il y a des personnes conditionnées à un comportement addictif, que ce soit le tabac, certaines drogues, l'alcool. La difficulté dans l'accompagnement de ces personnes, c'est qu'on ne va pas changer profondément leur personnalité. Mais par contre, il va falloir trouver des éléments pour les protéger un peu, qu'ils se protègent eux-mêmes par des techniques qui sont, qu'on appelle comportementales, cognitives et comportementales, et qui sont bien sûr des éléments de reprise en main d'un certain nombre de choses. Chez les adolescents qui ont des maladies chroniques importantes, c'est très difficile. C'est très difficile.
ce n'est pas une raison pour ne pas mettre en place les éléments qui permettent d'améliorer un certain nombre de personnes. Bonsoir. Donc, moi, je ne connais pas la filière médecine, mais est-ce que dans la formation des médecins actuels, ce que vous dites, et qui est très vrai, qui est le savoir-être des gens, c'est pris en compte? Parce que dans beaucoup de formations, on s'aperçoit qu'on forme des super techniciens qui sont très bons à la technique, mais à la relation humaine, ils n'ont aucune formation. Et tout ce que vous nous expliquez, c'est de la relation humaine et de l'écoute des gens. Et je ne suis pas sûr que ça existe actuellement dans les formations. Alors, il y a du chemin à faire encore, mais il y a des progrès. Il y a plusieurs types de formations relationnelles qui sont mis en place, notamment un travail qui démarre en 4e année de médecine et qui est pendant l'internat sur l'annonce, la capacité d'annonce, et c'est très impressionnant de voir la sensibilisation, la prise de conscience du dégât que l'on peut faire en annonçant. C'est mieux, ça ne suffit pas. L'examen classant national qui passe de la 6e année de médecine à l'internat, formation plus pratique, a aujourd'hui un examen qui devient obligatoire en 2024 sur la capacité relationnelle dans un échange patient-soignant. Et c'est pour ça qu'il y a des patients aujourd'hui qu'on appelle partenaires qui viennent à la faculté de médecine pour faire passer des évaluations à des étudiants en médecine sur le savoir-faire relationnel. Donc il y a des pas qui sont faits importants. Que ce soit suffisant aujourd'hui, certainement pas. Si on attend 6 mois, un dermato, un gastro, une infirmière qui arrive le matin, qui vous pique et qui repart, comment voulez-vous faire passer les messages? Je crois que c'est très bien qu'on les apprenne dans toutes les écoles, que ce soit de la médecine, infirmière, aide-soignante, tout ce qui est en contact. Il faut qu'on puisse avoir beaucoup plus de personnel. Non, je n'ai pas de commentaire. Ce que vous dites est exact. C'est-à-dire que la médecine a été beaucoup, et les soins, rémunérés à l'acte. Alors l'acte est très adapté pour la chirurgie. Opérer les genoux, opérer les hanches, déboucher les coronaires, la tuyauterie, médecine médico-invasive, la radiologie interventionnelle, la chirurgie digestive, la chirurgie tout court. L'acte est quelque chose, pourvu bien sûr qu'il y ait des contrôles de qualité et des respects de qualité des équipes, est tout à fait adapté pour une rémunération juste. Ce qui ne va pas, c'est dès qu'on est devant des personnes vulnérables, avec des multiples pathologies, avec de nombreuses maladies chroniques et leurs complications. Quand on est devant des personnes très âgées, qui accumulent beaucoup d'éléments, à ce moment-là, la médecine à l'acte ne marche plus. Et on a été trop loin dans la médecine à l'acte. Parce que ce qui compte là, c'est le temps. Il faut du temps. Et les actes sont beaucoup moins importants. Il en faut, mais ils sont beaucoup moins importants. D'ailleurs, il y a une remise en question aujourd'hui dans la pratique des personnes, du soin des personnes vulnérables, du maintien des actes. On irait plutôt vers des forfaits, mais le temps n'est pas assez pris en compte, c'est sûr. Il y a un point important qu'il faut aussi signaler, et le monsieur qui a été stenté l'a soulagé, l'a signalé, l'information du patient est fondamentale. Moi, j'ai terminé ma carrière en gérant l'éducation thérapeutique dans un gros CHU.
Et je pense qu'effectivement, responsabiliser les gens, expliquer la maladie, les rendre responsables, les passer de spectateurs à acteurs est quelque chose de fondamental. Et ça nécessite hélas du temps pour ça. Et je sais qu'à l'hôpital, j'étais bien placé pour le savoir, parce que je l'ai quitté qu'il y a que 5 ans, donc ça n'a pas, je pense, beaucoup changé depuis 5 ans. Le temps, il nous manque. La principale difficulté, c'est que quand on pose un stent, les gens restent 3 jours à l'hôpital. La durée de séjour à l'hospitalière a énormément diminué. Hein. Maintenant, les gens, ils rentrent à l'hôpital, la réanimation les prend en charge quasiment tout de suite. On leur fait une coronaro, on leur met les stents. 3 jours après, ils ressortent avec une liste de médicaments à prendre à vie, des conseils diététiques qu'ils n'ont même pas le temps d'écouter parce qu'ils sont sidérés par leur maladie, ils ne sont pas habitués. Et l'éducation thérapeutique doit prendre le relais derrière, mais il faut informer les gens. Et ce temps d'information, je pense qu'il commence à être pris en compte, mais je pense qu'il n'est pas encore suffisant pour permettre aux gens de faire de l'observance. Mais l'observance aussi, elle doit tenir compte du déni des gens. La maladie impose souvent le déni aux gens. Les gens refusent, et le médicament montre aux gens qui sont malades. Quand vous prenez tous les matins un médicament, vous savez que vous êtes malade. Quand vous ne le prenez plus, vous avez l'impression que vous allez mieux. Et le problème, c'est que le médicament, c'est ça qui permet d'être en bonne santé. Et ce n'est pas l'arrêt du médicament qui donne la santé. Moi, ce que je repère dans le médico-social, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants avec des troubles du caractère, du comportement, il y a beaucoup d'autistes, il y a beaucoup de polyhandicapés, et que la médecine est aussi responsable de certains problèmes, quoi. De réanimer à tout prix des enfants qui, dans d'autres pays, peut-être n'auraient pas survécu. C'est des progrès, mais par ailleurs, on voit les impacts que ça peut avoir de manière globale. J'ai le sentiment que tant que la médecine allopathique ne sera pas plus proche de la médecine homéopathique et d'une médecine globale qui est plus en accord avec l'être humain, pris en compte dans sa globalité. Pourquoi il en arrive à avoir une maladie? Qu'est-ce qui déclenche la maladie? Au lieu de voir la maladie et uniquement la maladie. Moi, ça me gêne qu'on ait éduqué les gens comme ça, à prendre des gélules, à prendre des médicaments pour se soigner. Le cœur du problème, il est ailleurs. C'est pas le médicament qui règle le problème. Tant qu'on ne se rapprochera pas les uns des autres au niveau d'une éthique, ça sera une éthique des lobbies pour moi. Alors, j'ai essayé de montrer ce qu'est une approche globale, avec l'environnement, avec la personne. Là où il faut faire très attention, c'est qu'on appelle médecine alternative des médecines parfois qui ne sont aucunement alternatives. Le terme de médecine complémentaire est possible. Mais médecine alternative, quand vous avez un mélanome métastasé, je vous conseille de ne pas faire de la médecine chinoise. Parce qu'en Chine, dans les hôpitaux, c'est les très pauvres qui vont bénéficier, entre guillemets, de la médecine chinoise. Et dès qu'on a un peu les moyens, il n'y a plus personne qui s'adresse à la médecine chinoise. J'ai été très souvent en Chine, j'ai observé que quand les populations connaissaient l'efficacité extrême dans certains domaines de la médecine conventionnelle, en tous les cas innovante, parfaitement indiquée, il n'y avait plus photo, quoi. Et il ne faut pas qu'il y ait une illusion de médecine alternative. Ça peut exister à la marge dans quelques pathologies, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne fait pas du bien. Parce que vous l'avez dit, parler aux gens, ça fait du bien. Les écouter, ça fait du bien. Vous savez ce que c'est l'effet placebo? C'est 30%, hein, presque quelle que soit la maladie. Le médicament, c'est 60, le placebo, c'est 30. Donc, c'est un point important, la médecine complémentaire. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'indiquer. Mais par contre,
il faut faire attention au mirage de la médecine alternative parce qu'on voit des désastres. On voit des femmes atteintes de cancer du sein qui ont pris des médicaments qui n'ont jamais été validés. Et bien sûr, elles ont eu l'écoute, elles ont eu tout, mais tout est dépassé, alors qu'une immunothérapie aurait agi de façon très importante. Il faut faire attention par ses convictions, son observation, de ne pas penser que ça réussit pour les autres, pour tous, et que ça a été démontré comme efficacité. La conviction est dangereuse. Elle est beaucoup plus dangereuse que le mensonge. Parce que les menteurs savent souvent qu'ils mentent. Les gens qui ont une conviction sûre, ils ne remettent pas en question la certitude de leur conviction. Il faut proposer médecine alternative et médecine, on va dire, classique. Et je tiens non pas à poser une question, mais plutôt à souligner les travaux d'ailleurs qui ont été faits et opérés par un de vos confrères à Montpellier et qui n'ont pas sur tous les dispositifs, mais qui a fait un travail remarquable sur un inventaire, en tout cas une identification de certains suivis qui ont montré leur efficacité, c'est-à-dire des médecines alternatives ou des dispositifs alternatifs, mais qui ont fait l'objet d'études et qui ont démontré en fin de compte leur efficacité, mais dans un cadre bien précis, encadré. Je me permettrai de remercier un ami cher, Mohamed Abdelaziz, que j'ai rencontré à la Croix-Rouge, à Paris, et c'était une très belle rencontre. Et il a eu la délicatesse de m'inviter, de transmettre à Monsieur le maire la possibilité de me faire venir. Je ne le regrette pas du tout. J'appelle Michel Knoglielki. De telle façon, c'est notre présidente de territoire. C'est des choses un peu compliquées, Harmonie, mais c'est comme ça. Ce sont des militants essentiels de notre mutuelle Harmonie pour faire les remerciements et peut-être nous indiquer autre chose. Oui, en fait, j'ai le meilleur moment, bien entendu, puisque je vois que quelques petites choses se préparent de l'autre côté. Je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Bringer, qui a eu un mot qui m'intéresse énormément, qui s'appelle la proximité. Vous avez utilisé le mot de proximité, c'est-à-dire qu'il faut garder la proximité humaine, quelle que soit la technologie qu'on emploie, la plus fine, n'aura jamais, ne pourra jamais remplacer la proximité humaine. Je l'ai également à travers la Maison de la Santé, pluridisciplinaire, qui est en train de se construire et qui va là encore permettre aux gens d'être plus près et de pouvoir avoir les soins nécessaires. Je félicite toutes ces ces initiatives. Alors bien entendu, je remercie non seulement le professeur Bringer, bien entendu les personnes présentes, et tout particulièrement, alors je voulais dire que la proximité, et pourquoi ce mot me touche, c'est parce que nous, dans notre mutuelle, nous avons effectivement mis en avant
le mot de proximité comme étant quelque chose d'essentiel. Et sur nos territoires, sur nos régions, nous mettons en place, donc avec les délégués, et je le dis, qui sont des personnes bénévoles, justement ce genre d'action, c'est-à-dire de construire des projets. Et donc je remercie vraiment Mohamed Bellatif qui a construit ce projet de A à Z avec la municipalité de Mossane, que je remercie également, avec toutes les personnes présentes ici et qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet. Voilà, donc la proximité dans la harmonie mutuelle est quelque chose d'essentiel, et donc nous construisons des projets grâce à cette proximité, et vous voyez aujourd'hui le résultat. Donc aujourd'hui, c'est une agora que nous avons construite, co-construite bien entendu, mais en attendant qui venait de notre territoire, de notre région, et vraiment on en est très fiers, et je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont venues, et je suppose qui ont effectivement apprécié ce moment. Alors maintenant, évidemment, le moment le plus important est venu. Le traiteur de Mossane, donc la maison à l'art, va maintenant, effectivement, vous ouvrir sa table, et j'espère que vous pourrez finir cette soirée avec beaucoup de plaisir, comme nous avons eu de plaisir à venir ici. Merci à vous.